Dame. Si vous pouvez savoir, est-ce que le fait que vous soyez Capricorne avec le nez du Capricorne que vous avez dans les joints, est-ce que vous avez ressenti des frustrations, des choses Pendant longtemps, j'en ai pas ressenti. Je me souviens, Jean-Pierre Nicolas, il était, comment dire, étonné, parce que je pensais qu'avec ce thème, je ressentirais des frustrations. Je pense que, comme je vous ai dit tout à l'heure, une de mes premières frustrations conscientes, parce qu'il y a sûrement dû en avoir dans le passé. 75. Ça a été 75, vous voyez, quand j'ai été chassé du CEPA. Vous voyez, parce que jusqu'à présent, tous les groupes dans lesquels j'ai évolué, j'avais toujours des bons rapports avec tout le monde, ça se passait bien. Vous voyez. Là, c'est la première fois, vous voyez, que j'ai été exclu par des gens que j'aimais bien. Vous voyez, perdre Jean-Pierre Nicolas, c'était un peu comme perdre un père, d'une certaine manière. Et je ne vous l'ai pas dit, mais je m'étais fâché avec André Barbeau 6 mois avant. Vous voyez, j'ai perdu la même année, et André Barbeau, et Jean-Pierre Nicolas, si bien que je me suis retrouvé seul. Vous voyez. Non. Saturne qui basé sur l'ascendant, qui revenait sur lui-même, tout ça, c'est un cycle saturnien, 30 ans. Oui, mais ça, c'était pas 30 ans, c'était 2 ans avant. Oui, mais c'est pas pareil. C'était avant. C'était août 75. Saturne n'était pas encore revenu sur lui-même. Il n'était pas passé sur l'ascendant, déjà? Sur l'ascendant? Si vous avez l'ascendant à la fin du cancer. Non, pas encore. Non, parce que Saturne avance de 12 degrés par an. Donc, il n'était pas encore passé. Donc, là, c'est la première frustration. Moi, je pense que j'ai revécu mes frustrations plus tard. À partir du moment où j'ai fait du yoga, vous voyez, à la trentaine, je pense que je pense que le fait de faire du yoga, vous avez le derrière par terre. Vous voyez, à partir du moment où vous êtes dans cette position-là, vous voyez le monde autrement. Vous voyez. Voilà. Donc, et faire du yoga nidra, ce qui est la spécialité, ce qui est toujours la spécialité de Michel Flack, qui est une professeure extraordinaire, elle vient d'introduire le yoga à l'éducation nationale officiellement, depuis juillet dernier. Donc j'ai eu la chance de tomber des meilleurs profs de yoga. Le fait de faire certains exercices de yoga, ça fait remonter les émotions. Et donc c'est fait effectivement à partir de la trentaine, parce que j'ai découvert le yoga à 30 ans, je m'étais toujours juré de commencer ma psychanalyse à 29 ans et demi, autour de Saturne. Et puis à 29 ans et demi, je ne l'avais pas commencé. Je m'en suis ouvert à Michel Flack, je suis un lâche, je n'ai pas commencé ma psychanalyse. Elle m'a dit, t'inquiète pas, il y a mieux, je fais un cours de yoga. Alors j'ai dit, où et quand? Elle me dit, maintenant. Alors, elle m'a donné un cours de yoga à 11h du soir, et j'ai pas eu à chercher d'autres profs, j'ai découvert le yoga, parce que je testais avec elle le cycle de l'opposition d'Uranus à Uranus. À la fin du congrès que Jacques organisait, j'avais fait un appel que les gens qui ont à 40 ans vécu un événement extraordinaire, important, me le signalent. Donc elle m'avait mis un mot, je pouvais me rencontrer, je suis une éducatrice, alors je l'avais contacté 2-3 mois après, c'est là où je m'étais ouvert que j'étais un lâche, elle me dit non, c'est pas du tout ça, le yoga, c'est beaucoup mieux que la psychanalyse, c'est son approche à elle. Donc j'ai fait du yoga et ça m'a fait remonter les frustrations. Après, j'ai commencé une sorte de psychanalyse. Je n'étais pas la psychanalyse officielle. C'est l'enseignement d'Arnaud Desjardins. J'ai fait ce qu'on appelle du lying avec un des disciples d'Arnaud Desjardins. Et là aussi, ça fait remonter les frustrations. Mais bon, c'est difficile, vous voyez, parce que quand vous êtes pris dans un travail thérapeutique, là la frustration, il y en a pas mal qui remontent. Jean-Claude, et après... Non, ce que je voulais dire, pour dire ensemble, ma question viendra après, c'est une question purement technique. Bon là, avec vous, avec le côté cancer, Capricorne, etc., que vous soyez revenu aux fondamentaux, traditionnels et tout, c'est presque un Capricorne. Ce qui m'a amusé, c'est quand, pour le nom que vous aviez indiqué, ARC, pour votre association, avec tout ce que vous avez aussi, vous avez quand même Vénus au sud et les
concordance sagittaire, et c'est ça les lumières en sagittaire, côté sagittaire avec l'arc, ça va très bien. Ma question technique, c'est pas dans votre thème, mais il y a un problème technique qui, à mon avis, reste fondamental et qui n'est pas jamais résolu encore par les astrologues, qui n'ont pas de consensus, c'est l'histoire de la damification. Pour vous, avec l'expérience que vous avez, parce que moi j'utilise Porphyre parce que c'est plus simple. Il y a Porphyre. Pardon Porphyre. Oui, Porphyre, parce que c'est simple. On divise les trois cadrans en trois parties égales et tout. Mais vous, avec votre expérience et tout, est-ce que vous avez une idée de quelle est la planification qui serait la plus utilisable, où on peut en utiliser certains suivant des camps, etc. Bon, ben moi c'est simple, il n'y en a qu'une. C'est celle de Ptolémée, qui a été repris par Placide. En fait, quand vous vous mettez dans la peau des anciens, c'est là où c'est bon d'être ethnologue, vous voyez, être ethnologue, ça vous aide à changer de référentiel. Quand vous mettez dans la peau des anciens, ils avaient une notion de l'heure qui n'est pas du tout la nôtre. Nous, on a des heures très mécaniques. Les anciens, chaque jour ne durait que 12 heures. Ils divisaient, aussi bien en hiver qu'en été, du lever au coucher, ça durait 12 heures. Donc, c'était ce qu'on appelle des heures temporaires. C'est pour ça qu'il ne fallait pas des horloges assez compliquées, parce qu'il fallait bien respecter. Et chaque maison, pour moi, correspond à 2 heures temporaires. C'est tout. Ouais. Pour moi, une maison, c'est un découpage du temps. C'était la vision de Ptolémée. Mais, alors Jean-Claude Dupuis connaît bien ça, moi j'ai été celui qui a lancé le thème de domitude. Dont mes romans avaient déjà employé le mot. Aussi, je l'ai relancé, disons. Chaque fois que je fais un thème, je découpe non seulement en 12 signes, mais en 12 maisons, chaque planète. Vous voyez, parce que les maisons, c'est de découper uniquement la courbe du Soleil. Mais dans le ciel, il y a 10 planètes. Donc, vous avez le logiciel de Santoni qui vous donne domitude. On peut calculer pour chaque planète exactement dans quel centième de degré de maison elle est. Et des fois, il y a un sacré écart. Jean-Claude a fait des tests statistiques. On sait que sur Pluton, ça chasse peut-être une fois sur 3, Vénus parfois, la Lune aussi, vous voyez. Donc, moi, je le fais toujours. Quand je vois qu'une planète, elle est pas au milieu, elle est près d'une pointe de maison, je fais toujours la touche domitude pour voir en quelle maison elle est astronomiquement. Parce que, vous savez, pour moi, une maison, c'est entre le temps où la planète se lève et où elle se couche, de diviser en 6 en haut et en 6 en bas. Il ne faut pas le faire, je veux dire, il faut le faire pour chaque planète. Nous, dans nos tables de maison, qu'est-ce qu'on a? On a simplement une astuce. On met 12 bornes. Puis après, on regarde à l'intérieur de chaque borne où chaque planète se trouve. Mais on élimine ce qu'on appelle la latitude de la planète. On fait comme si les planètes n'avaient pas de latitude. Quand Pluton a 18 degrés de latitude, ben là, vous avez une chance sur 2 ou 3 de vous tromper. Vous voyez, quand il n'en a pas, là, vous ne vous trompez pas. Vous voyez. Mais on a les outils maintenant pour faire comme les anciens, qui eux, justement, c'est des mathématiciens, ils recalculaient tous les thèmes. Moi, j'ai compris comment calculer les anciens. Vous lisez l'Almageste de Ptolémée. Ptolémée, dans l'Almageste, c'est comment calculer un thème astrologique. Personne n'a lu l'Almageste. Et si vous voulez savoir comment les anciens calculent un thème, eh bien, vous avez toute la méthode. Pour chacune des planètes, pour les maisons, tout est dans l'Almageste. La domitude, c'est simplement d'appliquer l'Almageste de Ptolémée. Alors pour moi, on a compliqué les choses en ayant plutôt une vision spatiale, à partir de Campanus, à partir de Regiomontanus. On s'est mis à découper l'espace, alors que les anciens, c'était toujours lié au temps. Alors Porphyre, c'est une sorte d'astuce, on prend l'ascendant, on prend le milieu du ciel, ça c'est de l'astronomie. D'ailleurs, tous les systèmes astrologiques, ils sont d'accord pour l'ascendant et le milieu du ciel. Et forcément, le descendant est en ciel. Alors Porphyre, il ne s'est pas cassé la tête, il a dit on fait la moyenne entre le milieu du ciel et l'ascendant. Mais pour moi, ça, excusez-moi, mais ça ne tient pas la route, parce que ça n'a pas de fondement astronomique. Pour moi, vous me poserez des questions, je vous dirai, est-ce qu'il y a un fondement astronomique? S'il n'y a pas de fondement astronomique, je n'utilise pas. Est-ce que ça ne vous gêne pas intellectuellement qu'avec l'acide, on ne puisse pas zonifier au-delà du certain? Mais si, on peut zonifier. Moi, parce que je n'utilise pas les tables. Moi, je prends le temps entre le lever et le coucher. Dès qu'une
planète se lève et qu'elle se couche, vous pouvez domifier. Et on peut domifier au-delà de 66 degrés, parce qu'au-delà de 66 degrés, vous avez peut-être pas toutes les planètes, mais certaines planètes qui se lèvent, et à ce moment-là, vous pouvez domifier. Mais il ne faut pas utiliser des tables de maison. Il faut savoir en astronomie, si on ne connaît pas l'astronomie, on est tributaire d'outils comme de tables de maison, on ne sait pas comment elles sont faites, on ne sait pas... vous voyez, quand on connaît l'astronomie, on sait exactement ce qu'on peut faire et pas faire. Mais on peut faire du placide. Et quand la planète elle est toujours visible ou toujours invisible, bah, c'est comme ça. Il faut inventer une autre astrologie pour ces planètes-là. Ça voudra dire que la personne elle est toujours martienne ou elle n'est pas du tout martienne si la planète elle n'a pas de lever et de coucher. Oui, non, mais les astrologues, quand ils ont perdu l'astronomie, ils ont tout perdu. C'est ça qu'on va voir historiquement quand est-ce que les astrologues ont perdu l'astronomie. Lisez le début de la Tétrabible. La Tétrabible vous dit l'astrologie c'est la connaissance par les moyens de l'astronomie. Elle se décompose en deux parties. Le calcul des planètes et après l'interprétation. Le calcul des planètes pour les chercher ailleurs. En fait c'est ça, quand on regarde les textes, tout est dans les textes. Il faut aller les lire. Et moi je suis en train de travailler sur un autre texte de Ptolémée qui explique la Tétrabible. Tout est dans la Tétrabible à condition d'aller lire le traité de musique. La philosophie de Ptolémée est dans le traité de musique. Il y a Yorgos qui a fait un système à conférence du jour, où j'ai exposé à quel point la musique chez Ptolémée est indissociable de l'astronomie, de l'astrologie et de la philosophie. Donc, apprenez l'astronomie du système solaire chez les anciens, c'est fondamental, il faut comprendre plein de choses. En tout cas, chaque fois il y a des problèmes chez les astrologues, moi je pose toujours la question, qu'est-ce qu'il en est au niveau astronomique? Et en général, les questions sont vite réglées. Parce que souvent, on se crée de faux problèmes. L'astronomie a toujours été le critère, chez Ptolémée en tout cas, qui a été commenté pendant 17 siècles. Il ne faut pas l'oublier. Les autres n'ont pas été commentés autant que Ptolémée. Il est mal m'emporté un peu. Mais bon. Je crois qu'il voulait demander. Alors, où est-ce qu'on ouvre? Ah, je suis incapable. Ah, il est fermé maintenant? Fermé. Je sais pas si Il y a un blocage. peut-être là qu'il faut ouvrir. Regardez, il y a un blocage là. C'est bloqué, c'est bloqué. Est-ce qu'il n'y a pas un autre endroit où on peut ouvrir la fenêtre? Essayez de voir. Et là, je crois que c'est bravo. Voilà. Super. En tout cas, merci pour votre question sur Porphyre, parce que ça m'a permis de rappeler des choses que je n'avais pas eu le temps de dire tout à l'heure et qui pour moi sont essentielles. Attendez, il y a Marcos dehors. J'avais deux questions. Vous avez 5 planètes angulaires dans le système. Est-ce que c'est l'étude qui vous a permis d'accepter l'astrologie? Alors, j'ai 5 planètes angulaires. Saturne, Soleil, Mercure, Mars et Neptune, c'est ça. Oui. 5 et 6. Pluton. D'une certaine manière, Pluton, oui. Alors, C'est l'étude qui vous a permis de l'accepter, de la comprendre, d'être ouvert à l'astrologie. oui, je crois que vous avez raison. Neptune a joue un rôle fondamental. Vous voyez, dans le thème, c'est quand même assez relié à beaucoup d'autres éléments. La décision du congrès d'astrologie, vous voyez, vous avez eu le thème 89 tout à l'heure. 89, c'est mon carré de Neptune à Neptune. Au passage, je vous signale que dans la théorie des cycles, dans mon approche des cycles, un carré est positif. Le carré d'une planète dominante, le premier carré d'une planète dominante, le premier carré d'Uranus, si vous êtes uranien à 20 ans, 21 ans, le premier carré de Neptune à 41 ans en général, c'est en général une étape décisive. Pierre Sant'Agostini, qui est né au lever de Neptune, elle a découvert l'astrologie à 41 ans. Alors, effectivement, ça confirme que Neptune a beaucoup d'importance pour moi, et puis, comme
Vous avez vu, hein, les choses se font plutôt que je décide de les faire. Vous voyez, j'ai été secrétaire, je ne vais pas raconter, secrétaire de fédération de l'Europe du Sud. On m'a proposé d'être secrétaire. Je n'ai jamais pensé non plus qu'en 4 ans, je serais avec les Espagnols, les Italiens, les Grecs. J'étais content parce que ça m'a permis de voir comment l'astrologie est en Espagne, en Italie, peut se présenter d'autres manières. Donc effectivement, Neptune a de l'importance, mais j'ai quand même découvert l'astrologie à l'opposition de Saturne. Il y a 16 ans. Oui, mais vous avez rencontré Barbeau qui est balance à la Oui, mais vous avez convention déjà Neptune. dans ton ciel, là, on a pas. Attendez, j'ai pas compris. J'ai rencontré M. Barbeau. Qui est balance à la convention Neptune. Ah, tiens. Eh ben oui, tiens, comme c'est bizarre. Oui. Ça vous étonne? Non, ça ne m'étonne pas, mais Ah votre corrélation est très juste, vous voyez. Oui. Et vous auriez dû vous rendre compte que Barbeau était beaucoup plus important pour vous que le Scorpion qui était Nicolas. Non, il est taureau. Ah ben Nicolas est Scorpion. Hein. Ah, il est taureau, Nicolas. Ah oui, mais il est Scorpion. Il est peut-être Taureau, mais il doit être ascendant Scorpion. Ah non, il est ascendant Cancer. C'est un Scorpion. J'ai une question par rapport au Bon. Et vous auriez dû vous rendre compte que Nicolas n'était pas bon pour vous. Avec votre convention Saturne-Pluton. Bon, je vais abonder dans votre sens en rajoutant un élément, vous savez, dans ma théorie des empilements. Parce que vous me faites remarquer que M. Barbeau et Balance colle à mon Neptune. Le CIA, je ne sais pas si vous avez regardé le thème du CIA, octobre 1946, conjonction Soleil-Neptune. Donc, parce que pour moi, le CIA a vraiment été une école. Ben, évidemment. Voilà. C'était là qu'était votre destin. Ah. Bah, bien sûr. Alors que Alors, monsieur... il y avait une deuxième question. Il y avait une deuxième question. Ah non, du tout, j'ai appris Le la Saturne téléphone a eu pendant les 40 pendant ans. les 45 ans. Et Uranus est toujours à lui. Entre les signes astrologiques et les signes de la sténo, alors là, c'est vraiment... Bon, je vais continuer, je vais répondre à votre question, mais je vais continuer sur madame. Vous pourrez penser Oui, que vous Uranus. expliquez. Je- Je suis pas Scorpion, hein. Nicolas C'est pas Ancelin. une figure de Scorpion. Ah non, mais moi j'aime bien, j'ai du Mars, ne vous inquiétez pas, j'ai du Mars et j'aime bien les gens qui sont provocateurs. Ça ne me gêne pas, au contraire. Mais je connais Nicolas, c'est un Eh bien, vous caractère. voyez, il ne faut rien vous C'est un cacher. mec Hein. à fuir. Non, si vous voulez. C'est horrible. Pourquoi est-ce que je suis resté avec Jean-Pierre Nicolas? J'aurais très bien pu ne rester qu'avec M. Barbeau. Vous voyez. C'est que M. Nicolas est né avec Neptune au fond du ciel. Ah, d'accord. Hein, qu'il est né avec Saturne au descendant. Ouais, d'accord. Là, je Hein, comprends. donc, on a la même dominante Saturne-Neptune. Ah, je comprends. Voilà. Un jour, je racontais que l'expérience décisive de ma vie est arrivée à 36 ans. C'est le cycle Saturne-Neptune. Ce n'est pas une expérience astrologique. Voilà. Donc, je raconte ça à Jean-Pierre Nicolas qui me dit, moi, c'est à 36 ans que j'ai eu le seul voyage, que j'ai fait le seul voyage de ma vie. Je suis allé à Tamanrasset en Algérie. Et moi aussi, à 36 ans, je suis allé à Tamanrasset en Algérie. Et ça, j'ignorais que Jean-Pierre Nicolas, à 36 ans, vous voyez, a écrit la Ça condition vous a solaire. paru un signe. Il a écrit la condition solaire sous le ciel de Tamanrasset. Là, c'est un scoop, hein, je vous apprends un scoop. Vous avez quelque chose de commun avec Jean-Pierre de Foucault? Comment? Vous avez quelque chose de commun avec les pères de Foucault? Les pères de Foucault? Non, ça n'avait rien à voir avec le père de Foucault, parce que c'est la sœur de Sylvie qui nous avait offert ce voyage à Tamanrasset. Ça n'avait rien de religieux, c'était purement un événement familial. Mais si j'ai eu ce destin qui a été avec Jean-Pierre Nicolas très fluctuant, je me suis fâché avec lui, je me suis réconcilié, refâché, re-réconcilié. C'est plutôt lui d'ailleurs qui se fâche et qui se réconcilie, mais bon, en tout cas, on a eu un destin un peu en dents de scie, hein. Là il vient de me recontacter, il vient de sortir un livre, le ballet de coïncidence, etc. On est resté en lien, je lui dois beaucoup. Il m'a montré l'importance de l'astronomie. Pour moi, c'est un astrologue honnête. Il ne me parlait que de ses échecs. Je n'ai jamais dit le contraire. Et les
gens qui allaient le consulter, eux, au contraire, me disaient que c'était un astrologue qui leur avait donné des bonnes prévisions, alors que lui ne me parlait que de ses erreurs. Donc lui, ses théories, il les a fait en analysant ses erreurs. Donc j'ai trouvé que sa méthode me plaisait beaucoup, un côté scientifique, si vous voulez. Hein. Et même s'il a un caractère difficile, un caractère, je dirais, même violent parfois, peu importe, moi il m'a appris une astrologie critique que j'ai beaucoup appréciée, si vous voulez. Et puis il a fait des découvertes, la théorie des âges, le zodiaque réflexologique, le photopériodique dont je n'ai pas eu le temps de vous parler. Et, pour clore l'incident, je vais vous faire une confidence humoristique. J'ai appris quelque chose de Nicolas qui m'a beaucoup fait rire un jour en me disant, dans un thème, on n'y voit rien. Il faut faire une grosse lune, il faut faire un gros soleil pour savoir où elles sont. C'est quoi Nicolas m'a dit, dans un thème, on n'y voit rien. Pour y voir quelque chose, il faut faire un gros soleil, une grosse lune, pour savoir où elles sont. C'est la leçon que j'ai gardée de Jean-Pierre Nicolas. Ah, il veut des gros luminaires. Mais il prenait un gros papier et il me disait, vous voyez, sur ces thèmes, on ne voit rien. Alors, il faut voir où sont les éléments importants. Il a raison, c'est ce que j'ai gardé. Il a raison. Mais il a absolument raison. Mais absolument. Donc, je vais répondre à l'incident d'une façon humoristique. On va passer à Marcos et puis à Madame qui a fait le doigt. À propos des cycles dans la pyramide, sur la ligne Saturne-Uranus, Saturne-Neptune, Saturne-Pluton, c'est bien ça ta question? Oui, je ne comprenais pas pourquoi entre Saturne et Uranus, le cycle est plus long qu'avec les deux autres planètes, sachant que Uranus est plus rapide. Et Neptune au plus. Donc, il y a une. Je comprends pas pourquoi le cycle de 45 ans entre Saturne et Uranus, alors qu'il est de 35 entre Saturne et Neptune. Alors, quand je fais mon cours sur les cycles, j'explique la combinaison des cycles de la manière suivante. On ne va pas prendre ces planètes-là comme exemple, tu vas comprendre pourquoi. Prends par exemple Jupiter et Saturne. Saturne, il met combien de temps pour faire son tour? On va dire 30 ans, pour arrondir. Chaque année, il va faire combien de degrés? 360 par 30. Ça fait 12. Bon, Jupiter, lui, il fait combien son cycle? 12. 360 divisé par 12, ça fait 30. On a Jupiter chaque année qui fait 30, Saturne qui fait 12. Combien de degrés d'avance Jupiter fait chaque année sur Saturne? 30 moins 12. Il fait 18 degrés. Donc Jupiter gagne 18 degrés chaque année. Au bout de combien de temps? On multiplie 18 pour avoir le cercle de 360. 18 multiplié par 20. Donc, tous les 20 ans, à peu près, Jupiter et Saturne se retrouvent. Tu fais le même système avec Saturne, avec Uranus, tu auras justement le temps que les deux planètes mettent pour se retrouver. Ça, c'est une explication pour vous aider à comprendre. Sinon, il y a une formule mathématique. Ah, mais voilà, grand A multiplié par B sur A moins B. A multiplié par B sur A moins B. Mais bon, ça c'est une formule sur les ordinateurs. Pour comprendre, vous voyez. Et ça c'est hyper important, vous voyez, parce qu'en astrologie, on étudie surtout les cycles composés. La lunaison. La lunaison, c'est pas un cycle simple, c'est le mélange du soleil et la lune. La lune, elle met 27 jours, le soleil, il met 1 an. Les nouvelles lunes ont lieu tous les 29 jours et demi. C'est la composition des deux cycles. En fait, en astrologie, on travaille beaucoup plus sur la composition de deux cycles que sur un seul cycle. Donc là, sur la pyramide, vous avez à droite chaque cycle, et à l'intérieur, vous avez ce que donne la combinaison 2 à 2. Voilà. Ce schéma, il résume un peu tout ce qu'on peut utiliser comme cycle. Voilà. Vous vouliez poser une question, puis après Claude, j'ai cru remarquer. Non, allez-y, parce que là, je suis partie dans la pyramide. Bon, d'accord. Sur la cycle, la question, c'est comment utiliser le cycle soleil de Vénus que vous avez indiqué
habitants et qui m'intéresse. Est-ce que c'est à partir de la première conjonction des deux planètes ou à partir de la naissance qu'on a compté des tranches de 8 ans? Moi, au début, j'ai vu qu'il fallait être vénusien, il fallait avoir une dominante vénusienne. J'allais dire, à la limite, peu importe que vous ayez un aspect avec Vénus et le Soleil. Du moment que vous avez une Vénus angulaire, une Vénus conjoint Lune, une Vénus conjoint Soleil, ou Vénus méta-ascendant, pour une raison X, vous êtes vénusien. Donc à ce moment-là, tous les 8 ans, Vénus, montez la révolution solaire, vous verrez, Vénus revient au même endroit qu'à la naissance, dans votre révolution solaire. Donc ça veut dire que le Soleil, bien sûr, revient au même endroit, et Vénus revient au même endroit. Donc chaque fois que vous avez une coïncidence, hein, c'est ça la théorie des cycles, c'est la répétition des choses, c'est la similarité. Donc ça, c'est une chose. Tous les Vénusiens, il faut qu'ils prennent 8 ans. Inversement, chaque fois que vous avez observé une conjonction Soleil-Vénus, vous la retrouvez tous les 8 ans. Hein, et même parfois tous les 4 ans. Vous avez une conjonction à votre naissance? Non, mais ce cycle de 8 ans m'interpelle, je pense. Pourquoi? En tout cas, vérifier sur des personnes vénusiennes qui ont une conjonction Soleil-Vénus. Pour ça, je pose la question, c'est comment l'utiliser, quoi. Vous l'utilisez soit en cycle, tous les 8 ans pour les Vénusiens, soit en transit. Par exemple, pour moi, en transit, quand il y a eu le carré de Neptune à Neptune en 1989, quand j'ai commencé mon premier colloque, à organiser mon premier colloque, c'était sous une boucle de rétrogradation de Vénus sur mon Soleil en Capricorne. Je ne vais même pas observer, oui. Mais comme j'ai eu des choses étranges, vous voyez que j'attendais 50 personnes, il y en a peut-être eu 120, je me suis quand même posé la question, qu'est-ce qu'il y avait comme climat dans le ciel? J'avais un transit de Vénus qui durait 3 mois, juste pendant les 3 mois qui précédaient le colloque. Et un transit de Vénus, c'est mieux qu'un transit de Jupiter. Vous avez ça met de l'huile dans les rouages, les choses se goupillent bien avec un transit de Vénus. Et donc, moi, à mes clients, justement, je leur dis, ne loupez pas ce transit de Vénus. Moi, mon dernier client, il a rencontré quasiment, sous un transit de Vénus, un des personnages les plus importants du Moyen-Orient. Ça s'est fait comme ça. Moi, je savais qu'il aurait des choses importantes, il y avait Vénus. On n'a pas loupé, on ne sait pas comment ça joue, mais sous un transit de Vénus, il se passe des choses. Bon, bien sûr, il faut tenir compte, est-ce qu'il n'y a pas en même temps d'autres transits qui jouent, le climat, le transit à l'état pur, ça ne suffit pas. En cycle, j'ai observé par exemple sur une de mes filles, d'ailleurs je vais faire peut-être rire Yorgos qui est là, notre fille Myriam, qui est vénusienne, elle voulait un piano pour ses 16 ans. Parce qu'elle faisait 3-4 heures de piano par jour. Alors je demande à Yorgos, ici présent, qui connaît bien le piano, quand est-ce que tu peux venir essayer les pianos, je ne sais pas où, à côté de Beauvais, à Beauvais, pour voir quel est le piano allemand qu'on va garder, parce que moi je voulais l'allemand, c'est quelque chose de solide, 4 heures par jour, et ça rentre aussi dans les prix, vous voyez. Alors Yorgos s'est prêté, il m'a dit, moi je peux telle date, il était pris les autres dimanches, donc on a été un dimanche à Beauvais, et comme par hasard, ça a été exactement le jour de ses 16 ans. Elle a eu son piano, et elle a eu un prix conservatoire, tout ça, l'année, au moment de ses 16 ans. Elle a 40 ans maintenant, elle a eu une grande fête le jour de ses 40 ans, sa première fête de sa vie, et le jour de ses 40 ans, le jour où Vénus revenait à sa position de naissance. Un concert, et les 5 concertistes, le jour de ses 40 ans, c'était la plus belle fête pour elle, et moi j'étais content, il y a une fête. Alors, moi c'est l'observation, ça marche en cycle, ça marche en transit. Des fois des astrologues se plantent sur Jupiter, dont l'influence ne dure que 5 jours, ils vont dire à leurs clients il va se passer des choses merveilleuses, il ne se passe rien, c'est un transit qui ne dure pas plus d'1 mois, ça ne marche pas. Par contre, ils oublient de prendre un transit de Vénus qui peut durer 2 mois et demi, 3 mois. Vous voyez, pour moi le critère, un transit, quand ça dure plus d'1 mois, il faut prendre. Quand ça ne dure pas, on ne prend pas. Toujours le critère du temps, pour moi. Je suis saturnien, c'est normal. Mais les Vénus,
c'est un de mes apports à l'astrologie, je crois beaucoup, même si c'est une rapide, que quand cette planète rapide fait sa boucle de rétrogradation, elle joue un rôle plus important que Jupiter, Saturne, quand ils ne sont pas dans leur boucle de rétrogradation. Mars, pareil. On l'a vu, hein. Ah oui, en balance. La boucle de Mars. Hein. On l'a vu, mais en balance. Mais bon, sachez que les astrologues, ils n'utilisaient pas tellement les boucles de rétrogradation il y a 20 ans. Attends, il faut faire tourner. Oui. Je peux me signaler quand même. Oui. Là, c'est toujours une belle, mais... Oui, vous avez une question. Alors, je voulais savoir pourquoi vous ne parlez pas de la lune noire. Joël de Gravelaine, vous en avez parlé. Ouais. Moi, je l'ai rencontré. Ouais. Je suis allée à ses conférences. Ouais. Et c'était son thème, hein, c'était ce qu'elle voulait faire. Alors pourquoi elle ne l'utilise pas, hein? Et d'autre part, vous parliez, je voulais vous parler des nœuds lunaires. Avec le nœud conjoint à Vénus et le nœud nord conjoint à Uranus, qui effectivement est en Gémeaux en 11. Effectivement, ça a pu favoriser les amitiés, ça a pu favoriser pas mal de choses. Et on voit que c'est la maison 7, effectivement, hein, Non, c'est pas la maison 7. Oui, d'accord, votre soleil est en Capricorne, mais Uranus, le Verseau est en votre maison 7. Oui. Le Verseau est dans votre maison 7. Oui, d'accord. Et le Verseau est dans votre maison 8. On est bien d'accord. Mais, et donc, effectivement, ça a pu vous donner certaines amitiés, justement, des amitiés certainement partagées, avec, moi je vois votre nœud avec Vénus en 5, en Sagittaire, et je vois en 11, Uranus conjoint au nœud nord, donc en Gémeaux. Donc, je sais pas, j'en déduis qu'effectivement vous devez avoir beaucoup d'amis, que vous avez beaucoup bougé, voyagé, que vous avez fait un certain nombre de choses, et que ça vous a apporté beaucoup de choses, mais que, effectivement, vous avez pu avoir des inimitiés graves et des gens qui ont pu vous poser quelques problèmes. Bon, bah, ça fait deux questions. Hein. La lune noire. Alors, j'ai la lune noire, j'ai ça, et puis je voulais vous parler aussi de Mars. Alors, attendez, deux choses, ça suffit, après j'oublie. Après. Non, regardez pour tout à l'heure. Mars qui est en balance, qui est au fond du ciel, avec On va rester à deux. On va rester à deux, hein, parce qu'après je maîtrise plus. Non, mais Bon. Mars en ce moment. Alors, la lune noire, qu'est-ce qu'il en est au niveau astronomique? La lune noire, ça correspond à ce qu'on appelle l'apogée. Oui, c'est l'apogée de la lune. Moi, je tiens compte de la lune noire. Quand quelqu'un a une conjonction lune noire, je tiens compte. Quand quelqu'un a une opposition lune noire, c'est dirigé à ce moment-là, je tiens compte. Quand quelqu'un a une conjonction Uranus noir, je tiens compte. Quand quelqu'un a une opposition Uranus noir, je tiens compte. Vous voyez, chaque planète a un mouvement cyclique. La Lune, qui est un satellite de la Terre, elle a un mouvement cyclique. Donc chaque planète a un apogée et un périgée. Hein. Donc, je ne suis pas contre la Lune noire. Mais, comme beaucoup de choses qui prennent, je suis contre le fait qu'on ne jure que par la Lune noire, comme à une époque, Joël de Gravelaine. C'était pas la pire, mais il y a des personnes qui ne voyaient dans le thème que la Lune noire. Après, on ne voit plus que Chiron dans la Lune noire. Il y en a d'autres, ils vont ne voir plus que Éris dans la Lune noire. Vous voyez. Moi, je vous dis d'abord, utilisez vos 7 planètes, vos 10 planètes, vos aspects, les 7 aspects des anciens. Les 2 sextiles, les 2 trigones, les 2 carrés, les 2 oppositions, les 2 trigones, les 2 carrés, les 2 sextiles. Il faut utiliser les fondamentaux. Les détails, c'est la cerise sur le gâteau.
Moi, je ne suis pas contre la lune noire, mais je suis contre son utilisation abusive. Chaque fois qu'on utilisait la lune noire, nous, avec Jean-Pierre Nicolas, on expliquait par Saturne ou par Pluton. Vous voyez, pour les cas où il n'y avait pas d'aspect entre la lune et la lune noire. Vous voyez. Ceux qui ont inventé plein de choses, Pluton, la lune noire, etc., ils ont écrit des livres. Il n'y a jamais de cas statistiques pour étayer. Moi, j'aime bien utiliser des choses que j'ai étayées. Vous voyez. Je peux vous parler de la lune noire. Je l'ai, la conjonction de la lune noire. Je connais, hein. Mais Vous avez la conjonction lune noire. Je connais, hein. Mais il ne faut pas faire une utilisation abusive. Vous voyez. Hein, alors, quant aux nœuds, je pense que les nœuds, ça donne davantage le destin que le caractère. Vous voyez. Hein. Tout à l'heure, on faisait remarquer que M. André Barbeau avait peut-être plus d'influence dans mon destin que Jean-Pierre Nicolas. C'est vrai, parce que c'est grâce à lui que je suis rentré dans l'astrologie. Vous n'êtes pas sans ignorer que M. André Barbeau est né à la conjonction d'Uranus à l'ascendant et Vénus au descendant, avec une opposition Uranus-Vénus. Quelqu'un qui a marqué mon destin, c'est lui. Et on retrouve la même signature, Uranus opposé Vénus. Donc, par exemple, les nœuds, ça compte, les anciens, lisez la Bible, les anciens en tenaient compte. C'est-à-dire que si vous avez la conjonction lune noire avec un ascendant cancer, Ouais. J'aurais besoin de règles de Gravelaine. Pourquoi? Si vous avez la conjonction lune noire ascendant cancer, my God, bon, alors il vous reste, oui, l'astrologie, il vous reste à bouger, il vous reste à faire un certain nombre de choses, parce que, effectivement, l'émotionnel, les sentiments, les sensations, tout ce qui est affectif et tout ce qui est c'est bouffé. C'est-à-dire que vous allez avoir quelques difficultés, à moins de faire un très gros travail personnel sur vous, sinon, c'est pas difficile, parce que c'est pour ça que vous disiez que je ne crois pas à la lune noire tout à l'heure. Voilà. Non, mais je vais vous raconter que mon premier travail à Paris, quand je suis arrivé à Paris, non seulement je faisais de l'astrologie, mais j'ai été éducateur. J'ai été pendant 4 ans éducateur rue Le Courbe, dans le centre des jeunes enfants infirmes. Donc je crois que la première manière dont j'ai vécu ma conjonction lune noire en maison 6, c'est d'avoir vécu pendant 4 ans avec des enfants qui pouvaient mourir le lendemain. J'étais avec des jeunes myopathes. J'ai enseigné pendant 4 ans à des jeunes myopathes. Mon premier mémoire de psychosociologie, ça a porté sur l'attitude des parents qui ont des enfants myopathes, des enfants handicapés. Effectivement, je me suis trouvé confronté à des choses très dures, si vous voulez. Et ça m'a vacciné, parce que quand vous avez eu des enfants myopathes devant vous, vous pouvez après affronter 400 personnes dans une assemblée. Ça a beaucoup moins de difficultés que d'avoir eu à affronter des enfants dont vous saviez que le lendemain ils pouvaient être morts. C'est-à-dire qu'il y a une non-existence. Ma lune noire, je l'ai vécue dans des choses assez difficiles. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de ma généalogie, parce que je suis diplômé aussi en psychogénéalogie, en analyse transactionnelle, de l'école de Didier Dumas, vous voyez. Il y a des tas de choses de ma vie qui s'expliquent sur 4 générations. Vous voyez, pour remonter aux arrière-grands-parents, pour arriver effectivement à trouver des explications à des événements très difficiles. Il y a eu des frustrations, mais je crois que les frustrations, elles ont été plutôt chez ma grand-mère ou chez un arrière-grand-père. Je pense que, quand vous parliez tout à l'heure des frustrations que j'ai pu avoir, j'ai découvert, j'ai été porteur de frustrations d'autres, peut-être plus, que d'avoir moi-même éprouvé des frustrations. Vous savez qu'on peut être l'enjeu de ce qu'on appelle les cryptes en psychogénéalogie. Effectivement, je dois avoir des choses dans les cryptes. J'ai commencé à en dégager certains, mais ce sera peut-être mes enfants qui continueront pour le reste, vous voyez, parce que les choses se transmettent aussi. Vous savez, c'est pas facile de ressortir, parfois des choses difficiles. Non, mais vous inquiétez pas, je vois bien, et je vois que l'astrologie vous a quand même aidé, parce qu'un nœud conjoint à Uranus,
en 11. Et donc, L'astrologie a été un point de départ, mais ça n'a vous pas avez été. des amis, mais pas que des amis, Ça n'a parce que ça pas n'a pas été été toujours facile, mais en même temps, vous avez... Oh non, alors là, rassurez-vous, je n'ai pas beaucoup d'ennemis. Hein. Mais en même temps, vous avez Jacques un peut en certain... témoigner, dans le milieu astrologique. Non, mais c'est pas des amis que dans... Citez-moi des ennemis, j'en ai pas beaucoup. Hein. Je ne vous parle pas du milieu astrologique, je vous parle de la maison 8. Simplement de la maison 8. Non, moi je pense que la plupart de mes amis me disent qu'on ne comprend pas comment tu arrives à passer à travers les choses. Non, je pense pas que j'ai beaucoup d'ennemis. Alors là, il y a une chose dans laquelle je ne crois pas, c'est ça. C'est pas... Attendez. Bon, on va pas monopoliser. Quand on ne se méprenne pas, j'ai pas dit que vous aviez des ennemis, mais ce que je voulais vous dire, et je me suis peut-être mal exprimée, c'est que ça n'a peut-être pas toujours été facile. Que les gens, comme vous savez, on a tous un thème. Comme vous savez, on a tous un comportement, on a tous, puisque vous avez fait l'analyse transactionnelle, on a non, tous... c'est pas fait l'analyse transactionnelle, j'ai fait l'analyse transgénérationnelle. Transgénérationnelle, ah, vous avez fait un lapsus. Voilà, donc moi je partais sur l'analyse transactionnelle, bon, et donc, je ne veux pas couper la parole à d'autres, hein. S'il y a d'autres gens qui veulent intervenir, mais c'est vrai qu'on a tous un comportement, on a tous quelque chose, et quelquefois il est difficile de correspondre, de comprendre, et de rencontrer l'autre, et c'est ainsi, sans le vouloir, et sans vouloir nuire à l'autre, et sans que l'autre veuille vous nuire, dû à ces analyses transgénérationnelles, que nous avons du mal à nous comprendre. Mais ça a pu peut-être vous pousser, grâce à Uranus, dans cette maison 11, qui vous a poussé. Écoutez, votre nœud, il est conjoint Uranus, hein. Moi je suis désolée, moi c'est ce que je vois. Hein. Je crois, vous a chère poussé. madame. Et je voulais savoir, pour finir, est-ce que Mars, en transit au fond du ciel, qu'est-ce qui vous a fait? Est-ce que ça vous a poussé? Est-ce que ça vous a fait quelque chose? Actuellement. Je crois, Oui. chère madame, je crois quand même qu'un thème ne se résume ni à la lune noire ni au nœud. C'est vraiment... moi, personnellement, j'utilise beaucoup les nœuds lorsqu'il y a des luminaires dessus, parce que ça peut être un arbre d'éclipse ou quelque chose. Mais les nœuds, voir un thème à travers les nœuds ou voir à travers la lune noire, j'ai remarqué en particulier que les gens qui s'attachaient à la lune noire, ils ne connaissaient pas l'interprétation de la lune, en général. Alors, je crois que c'est vraiment que pas secondaire, ça fait partie de l'ensemble, mais il ne faut pas se cristalliser, surtout sur cet axe des nœuds, je pense. Oui, mais c'est-à-dire que moi, Joël de Gravelaine... Non, on arrête. Hein. Alors, Mars sur Neptune. Depuis 6 mois, je n'ai plus une seconde pour moi. Je peux en témoigner. J'ai dû m'occuper d'une campagne des élections municipales, je ne suis pas astrologue. J'ai dû préparer en même temps une conférence sur l'astrologie et la musique. Je ne pouvais pas dire non, parce que c'était une occasion de travailler avec le milieu universitaire. J'ai tous mes clients qui me téléphonent en même temps, alors que d'habitude ils me téléphonent les uns après les autres. Je suis toujours en train de faire du Skype. Ma femme, elle n'a pas le temps de me proposer d'aller faire des balades ou d'aller voir des musées, etc. Donc effectivement, sous ce transit de Mars, il faut le dire en même temps, il y a le grand carré, hein. Il y avait le grand carré, hein. Donc ça a remué Uranus, Pluton, etc. J'ai été très occupé, j'ai géré le temps au jour le jour, alors que d'habitude j'ai mon planning, j'ai du temps pour moi, pour lire Ptolémée, pour écrire pour moi. Et là j'ai pas eu une seconde à moi depuis le mois de septembre dernier. Donc là, j'ai quand même pris un peu de temps pour préparer aujourd'hui. C'est parce que les élections municipales c'est terminé, ma conférence sur la musique c'est terminé. Entre deux clients, on peut arriver quand même à visiter un petit peu. Et avec votre soleil, justement, qui est en Capricorne, alors, et puis Mercure et puis votre Mars, comment ça... Vous n'avez pas beaucoup de temps, c'est vrai, mais comment ça se passe au niveau intérieur? Il est frustré, mon Capricorne, quand je suis obligé. J'ai l'impression d'avoir été pendant 6 mois, comme les jours qui précédaient mes congrès. Vous voyez, les jours qui précèdent un congrès de 400 personnes, il faut être sur le pont, il faut penser à tout.
J'ai eu l'impression depuis 6 mois d'être sans arrêt sur le pont. C'est très dur pour un Capricorne, comment dire, d'être dans l'instant. Heureusement que j'ai Mars en Capricorne, en maison 6. Et là, on tire sur les batteries, vous voyez, mais bon, il ne faut pas que ça dure quand même trop longtemps, parce que le Capricorne, heureusement, il y a les vacances qui arrivent, j'espère que les clients vont partir en vacances. Je crois que madame avait. Vous vouliez la parole tout à l'heure. Non? Ah, vous j'avais cru voir. Alors, il y a notre ami, là. Bah, il y a Claude. Puis on va peut-être parler. Oui, Claude? D'abord, une affirmation contredite par la faculté, donc c'est hérétique. Voilà. Vous voyez, la forme du thème, c'est quelque chose qui n'est pas du tout. Non. Alors, la forme du thème, ça fait, si on ferme les aspects sur le milieu du ciel, ça fait un hexagone. Ça fait quoi? Un hexagone. Surtout sur le thème tel qu'il est imprimé sur la braille. Bien. Alors donc, pour moi, c'est un point très important. Un point très important, ce milieu du ciel en bélier. Est-ce que c'est... Mais je vois pas l'hexagone. Excusez-moi, vous ne voyez pas. Gémeaux, Bélier, Verseau. Oui, on peut faire un hexagone. Ensuite, une autre remarque, c'est que je trouve que ce thème est particulièrement solide, harmonieux. L'opposition Soleil à Saturne sur l'horizon, c'est particulièrement solide. Il est tel solide, bon, c'est une chance que vous avez. Merci. Maintenant, et nous aussi, par conséquent. Et alors, Pluton, si je considère que Pluton est opposé au Soleil, je veux dire que c'est hardi, mais par l'intermédiaire de la conjonction Pluton et Saturne, Gesculo, est-ce qu'il y a une révolte contre la société ou quelque chose comme ça? Ou c'est ça simplement le besoin d'approfondir, de fouiller et d'aller au fond des choses? Ah, c'est pas facile comme question. Je terminerai par ça. Oui. Oui. C'est bien. Marielle? Alors là, attention. Bon, alors l'astrologie du futur, puisque tu fais partie des groupes, est-ce qu'il y aura enfin des congrès, est-ce qu'il y aura des recherches, comme autrefois ce que nous avons fait avant d'avoir lancé le congrès? Pendant 3 ans, je ne sais pas si tu te souviens, nous avons travaillé chaque mois, il y avait eu des essais, des humanistes, moi, le Santa, etc. Et tout le monde s'est dispersé, a repris son niveau et parti à droite et à gauche. Très bien. Autonomie. Est-ce qu'enfin, un jour, il y aura peut-être des congrès, comme tu les faisais, des humanistes, peut-être des Santa, des ouvertures? Où est-ce que ça en est, tout ça? D'accord, bon, ça fait deux genres de questions. Alors, est-ce qu'il y a un hexagone dans mon thème? Alors là, je veux bien, je suis preneur, d'autant que j'adore l'hexagone. Ça rentre dans le verso. Non, mais c'est un dada que j'ai, une forme de thème. Je vais dire là, Oui, j'ai vu. L'axe entre Neptune, son du ciel et milieu du ciel, pour moi, ça met en valeur ce milieu du ciel et vous donne ce marque que vous développez tout à l'heure. Alors, vous savez que l'hexagone... Puisqu'il est en bélier. L'hexagone, c'est 6 rayons. Voilà. Enfermant, c'est un hexagone. L'hexagone, c'est une figure extraordinaire. Dans un cercle, ça représente 6 triangles équilatéraux. Puisque le côté d'un hexagone, c'est un rayon. Donc vous avez 6 triangles équilatéraux. Le premier texte qu'on ait de la tradition astrologique, quand on décrit les 12 signes du zodiaque, c'est justement de parler que les signes sont liés justement aux 6 rayons que forme l'hexagone. C'est surtout une symétrie en l'occurrence. Oui, qui pointe vers le point libre, justement, le point libre, c'est le milieu du ciel. Disons que c'est vénusien, d'après Ptolémée. Moi, je veux bien, je suis preneur de choses comme ça. Mais je suis d'accord sur le vénusien. Ça va dans le sens. Votre deuxième question, rappelez-moi déjà, c'était en 2 mots. Oui, c'était surtout ton C'était quoi? Je fais la remarque que l'opposition Soleil et Saturne particulièrement puissante, ah oui,
le rapport avec l'autorité. Et en échange de maîtrise. Ah, d'accord. Alors, effectivement, personne ne me l'a fait remarquer, j'ai une réception mutuelle entre Saturne et le Soleil. Saturne est dans le signe du Lion et le Soleil est dans le signe du Capricorne. Donc ça, à mon avis, c'est hyper important pour moi. Et j'ai commencé à la vivre à fond à partir de 30 ans. Vous voyez, le côté solide, il est apparu à partir de 30 ans. Quant à l'opposition Soleil-Pluton, si vous voulez, c'est vrai que je suis assez révolté contre la société. C'est peut-être pour ça que j'ai un engagement politique, vous voyez, parce que dans chaque fois que quelqu'un critique la société, moi je dis qu'est-ce que vous faites? Vous engagez pas en politique, c'est pas la peine de critiquer. Hein. Bon, moi j'ai plutôt un engagement associatif. Hein. Je fais partie du CAC, collectif des associations citoyennes. Les représentants du CAC, un des représentants dans le 78. J'ai plus la fibre associative. Et bon, la liste dont j'étais directeur de campagne, c'était une liste associative dans la ville de Poissy. Donc, effectivement, je suis contre la mondialisation dans ses aspects extrêmes, dans ses aspects, comment dire, excessifs. Mais je pense qu'il faut que chacun mette la main dans le cambouis, il faut s'engager là où on peut. Et moi, je ne suis pas ministre, je ne suis pas député, donc, mais on peut s'engager dans le local. Vous voyez, donc je pense que j'ai un côté très critique, mais en même temps, je pense qu'il faut mettre la main à la pâte. Et effectivement, c'est assez Soleil-Pluton. Je n'ai jamais voté des positions très moyennes, hein, c'était assez extrémiste. Monsieur, la musique. Attendez, je n'ai pas répondu. Marielle. Je n'ai pas répondu à Marielle, hein, parce que alors Marielle La pose musique, une... ça serait intéressant. Non, mais attendez, après Marielle. Hein. Marielle a posé une question qui n'est pas facile. Hein. Quid de l'avenir de l'astrologie au niveau des colloques Moi, si vous voulez, j'ai observé que les Français ne sont pas du tout doués pour la vie associative. Quand on compare ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en Angleterre, les astrologues sont capables de s'engueuler. Et bon, par rapport aux Anglais, c'est rien ce qu'on a là aujourd'hui. J'ai vu des Anglais se chamailler, mais au déjeuner et au dîner, c'était copain-copain. En France, vous critiquez un astrologue, il vous en veut à mort, hein, et je dirais qu'ils ne sont pas capables de fonctionner ensemble. Enfin, globalement, hein, je caricature un peu, hein, mais malgré tout, j'ai été assez près dans le milieu astrologique, hein, à tel point que j'avais été obligé d'imposer une règle dans mes congrès. Toute personne qui dirait du mal d'un autre, je la réinviterai jamais, comme c'était moi le patron. Hein, j'ai toujours appliqué cette règle. Hein. C'est bien que les gens n'ont pas voulu, des fois, participer à des réunions que j'organisais parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de critiquer. Richard Pelard, il ne pouvait pas se faire barbeau, il ne voulait pas participer. Vous voyez. Aux États-Unis, en Angleterre, dans d'autres pays, on peut très bien avoir des discussions d'idées, ne pas être d'accord sur les idées. Moi, que quelqu'un me dise qu'il faut utiliser la lune noire, ça ne me gêne pas. Chacun peut trouver sa méthode. S'il est bien avec sa méthode, tant mieux. Vous voyez. Mais je pense qu'il faut la tolérance, le respect. Et en France, malheureusement, moi, jusqu'à une certaine époque, il n'y avait pas ce minimum de tolérance chez certains responsables de groupe, ce qui m'a fait abandonner le milieu astrologique. Si je me suis mis à faire du grec, à aller travailler sur Ptolémée dans un texte grec, à faire de la politique, c'est parce qu'en France, c'était devenu impossible d'organiser quoi que ce soit avec les astrologues. Effectivement, Marielle avait souligné que pendant 3 ans, avant les congrès que j'ai organisés, il y avait eu un groupe qu'on avait appelé Mercure. On avait fait des stages qui étaient merveilleux en Touraine. On était 5 professeurs. On n'était pas d'accord. Hein. Il y avait les humanistes. Il y avait Solange de Magnel. Moi, je représentais les conditionnalistes. Marielle a représenté pour l'école Sant'Agostini. On a eu des grosses bagarres entre nous. Mais on faisait le stage, vous voyez, devant les élèves, ça transpirait pas tellement. Hein. Et puis effectivement, après, les humanistes sont allés de leur côté, Solange et moi,
j'ai créé Agapé, je m'y suis associé, Marielle a créé aussi son groupe, etc. Donc effectivement, il y a eu un clivage. Mais bon, voilà, les problèmes sont venus après pour enfoncer, je dirais, les choses. Alors bon, moi je n'ai plus tellement l'âge maintenant, vous voyez, pour me relancer. C'est pas facile de tenir un groupe, vous savez, d'imposer à tout le monde. Ne dis pas de mal du voisin. Je dois vous dire que j'ai organisé souvent avant les congrès des réunions, des déjeuners, des dîners. Moi je me souviens par exemple un dîner de l'Arc, il y avait Bernard Blanchet, André Barbot quasiment côte à côte. Pour Bernard Blanchet, Barbot c'était le diable. Est-ce qu'on lui avait présenté Barbot comme le diable? Bernard Blanchet le soir il me dit mais Barbot c'est pas du tout le diable, on s'est bien marré. Donc effectivement j'ai fait de l'astrothérapie, vous voyez, en permettant à des gens qui avaient une idée négative d'eux de dîner ensemble et de voir que il pouvait y avoir des échanges, tolérance. Donc, je crois que la première chose, pour rétablir la tolérance, rétablir le contact, et puis il faut avoir des occasions. Mais vous savez, ça commence petit. Nous, on a commencé Mercure petit. Voilà, on était 5, après on était 50 dans les, dans les stages. Et le congrès, je suis l'homme des congrès. J'ai été quand même aidé par Mercure. La première année, même Marielle a fait une conférence le soir sur Mercure. J'ai été porté par le groupe Mercure, même si c'était pas affiché. Donc, comme je vous dis, moi j'ai jamais voulu faire des choses. J'ai été porté, et dans les années 2000, eh bien, le milieu astrologique n'était plus porteur. C'était devenu une foire d'empoigne. À Montpellier, les Français se sont battus devant les Italiens, les Espagnols, et ça m'a dégoûté. Moi, je pensais que même devant les étrangers, on arriverait quand même, qui était présent, on aurait pu essayer d'être, comment dire, de garder au moins, comment dire, un amour propre, faire bonne figure devant les étrangers. Eh bien, quand j'ai vu qu'à ce point-là, j'étais arrivé un peu à mon bâton de maréchal, après secrétaire d'une fédération sud-européenne, je voulais dire avoir plus, je me suis dit, c'est devenu impossible. Tout le monde était là, à Montpellier. Il y avait Barbot, il y avait même Nicolas, tout le monde était là, et les Français n'ont rien pu faire ensemble. Donc là, il faudrait monter le thème de l'astrologie française. Il y a un inconscient collectif de l'astrologie française. Je termine, parce qu'elle est importante, la question de Marielle. Par exemple, avant nos congrès là, des années 70, etc., il y avait eu un congrès en France, en 1953. Et il a suffi que quelqu'un ait eu l'idée de faire un congrès pour que le même mois, pratiquement, quelqu'un d'autre fasse un autre congrès. Il y a eu entre Don et Roman et puis le CIA, 2 congrès la même année. Vous voyez, comme quoi, en France, l'astrologie, il faut que dès qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose, en face, il y a quelqu'un d'autre qui s'oppose. On peut admettre l'opposition, mais il ne faut pas que l'opposition bloque. Or, en France, chaque fois, alors il faudrait refaire l'histoire. En 37, c'était pareil. En 37, voilà. Il y a eu 2 congrès aussi. Oui, donc chaque fois que quelqu'un fait quelque chose, il y en a un autre qui ne supporte pas et qui se met en travers. Tant qu'on n'aura pas essayé de comprendre pourquoi on est comme ça en France, moi je ne vais pas me remettre à faire autre chose. Parce que si on n'a pas fait de la sociothérapie, je veux vraiment dire, si on n'a pas compris le mécanisme, c'est pas la peine de recommencer le phénomène. Oui, alors je reviens à la remarque de tout à l'heure, ma question sur la haine. C'est important la haine. Donc, est-ce qu'on ne peut pas se faire un bouc émissaire qu'on charge de haine et dont on se débarrasse? C'est-à-dire, en somme, trouver la haine contre quelque chose d'extérieur au groupe. Comme ça fait la cohésion du groupe. En psychosociologie, c'est comme ça. Les Américains, ils disent les pays du mal, c'est l'Iran, etc. L'Iran dit le mal, c'est les États-Unis. Depuis Bush, on connaît. Ça, c'est un mécanisme. C'est un mécanisme qui marche à tous les coups. C'est un mécanisme qui marche à tous les coups en psychosociologie.
Ça explique d'ailleurs beaucoup de comportements même en politique. L'UMP, je n'aurais pas eu le temps d'en parler, l'UMP, vous faites le thème de la 80% des gens de l'UMP, c'est tous des béliers. L'UMP est né Scorpion, ascendant bélier. Donc ça ne va jamais s'arrêter. Hein. S'ils ne changent pas de nom, s'ils ne changent pas de, comment dire, de date de naissance, hein, ils sont sur un imaginaire bélier. Donc, ils ont besoin de s'opposer. Hein. Donc effectivement, la haine, c'est la solution la plus facile. Oui, on se débarrasse du bouc émissaire. Et ça veut dire qu'on n'a pas, on ne regarde pas en soi. Parce que la haine, c'est ce qu'on projette de soi sur les autres. C'est de refouler qu'on reproche. C'est l'autre en soi qu'on projette, vous voyez. Donc la haine, c'est vrai, on la voit dans le milieu astrologique justement, parce qu'il y a ces congrès qui sont trop. Il y a une jeune fille qui veut poser une question. Il faut essayer de comprendre. C'est un mystère, hein, pourquoi de ses élèves. Pourquoi Mais vous savez qu'au Japon, on met une effigie du PDG pour que les employés tapent dessus avant de rentrer dans le... Ils ont tout compris. Ils ont tout compris. C'est la théorie du qui voulait la plus jeune de l'Assemblée, là. C'est René Girard qui avait fait la Ah non, théorie.